Bonjour à vous tous, bienvenue, merci pour votre présence. Laurent Delporte, j'anime un média sur l'hôtellerie de luxe en français et en anglais. Et puis je suis partenaire du salon. Pour la première fois, nous avons même édité un magazine qui est distribué à chaque entrée du salon. Je suis un ancien hôtelier, je fais également encore du conseil aujourd'hui pour des hôteliers. Différentes missions, ça peut être le repositionnement d'une marque, par exemple comme la marque Kafkaz en Azerbaïdjan, où récemment j'ai visité des hôtels pour évaluer leur potentiel, pour savoir si ça valait le coup de les racheter et de les rénover pour un investisseur. On est partenaire du salon, donc on a différentes choses que nous avons fait pour le salon. Nous avons fait la sélection des marques de luxe pour l'hôtellerie de luxe. Donc il y a un parcours à chaque entrée du salon où vous pouvez demander ce parcours pour vous aider à aller voir les marques dédiées à l'hôtellerie de luxe, le magazine et puis ces conférences que nous avons fait chaque jour. Aujourd'hui, c'est la dernière. Nous accueillons la société Aegis, Renan Talbot. Bonjour à tous. Je vous laisse vous présenter. Alors, Renan Talbot, je fais partie d'Aegis. Aegis, c'est une ingénierie internationale. On a à peu près 15 000, on fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Moi, j'interviens sur la France et en Île-de-France, sur tous les investissements privés, sur tout type de bâtiments, et particulièrement au niveau national sur l'hôtellerie. Aujourd'hui, on vient parler de la rénovation. La rénovation, c'est un sujet majeur dans l'hôtellerie. Je vais revenir un peu en arrière. Pendant des années, les groupes hôteliers n'ont pas rénové les hôtels. Pire encore, souvenez-vous, dans les années 90 à 2000-2005, qui n'a pas le souvenir d'avoir été dans une chambre où la chambre avait été rénovée, mais pas la salle de bain. Donc on est arrivé dans une chambre, on dit « Oh, c'est sympa, c'est contemporain ». Et on est arrivé dans la salle de bain qui était datée des années 80-85. Et ça a aussi créé et aidé Airbnb à proposer ses chambres, puisque à un moment donné, le client en avait assez d'être dans ce genre d'hôtel et a voulu vivre d'autres expériences. Et puis quand on rénove un hôtel, c'est le moment clé pour penser à ses clients, penser à l'organisation d'un hôtel. Et je vois encore aujourd'hui beaucoup d'erreurs qui se font dans les hôtels, y compris des hôtels qui viennent d'ouvrir, flambant neufs, magnifiques. Je ne vais pas donner de nom, mais récemment j'étais à Varsovie. Et je me suis dit, c'est quand même étonnant qu'un hôtel aussi beau et magnifique puisse avoir autant d'erreurs dans la construction et la rénovation. Les erreurs ne viennent pas de la réalisation, de ceux qui ont construit. Les erreurs viennent d'un manque de pensée, je dirais, à la base, entre l'architecte, le propriétaire, l'investisseur et l'ensemble des équipes. Je vais revenir dans le détail. La rénovation, c'est ce qui est primordial, parce que quand vous allez rénover pendant 20 ans, enfin pour 20 ans, à peu près 20-25 ans, et vous n'avez pas l'intention de changer tout dans les 5 prochaines années. Maintenant, il y a une nouvelle tendance aussi d'imaginer qu'est-ce qui va changer dans 5 ou 10 ans. Parce que si c'était vrai qu'on faisait des chambres pour 20 ou 30 ans, regardez le Ritz, 1980, la rénovation, 2010-12, la fermeture de l'hôtel. Donc c'est plus de 30 ans après. Pendant 30 ans, il y avait la même chambre. Et c'était partout comme ça. J'ai travaillé au Sofitel Sèvres, qui n'existe plus aujourd'hui. C'était en 2004. En 2004, j'avais des chambres des années 70. Ma chambre avait 34 ans. La moquette était tellement rétrécie qu'elle sortait de 1 à 2 cm du mur. C'était joli, c'était vintage, c'était du formica. On était le 15 juin, une année où il y avait le salon du Bourget. La chambre était à 400-450 €. Un jour, j'avais même eu droit à un Américain qui me disait « mais c'est un fake, c'est un faux Sofitel en fait », à tel point qu'on n'avait pas rénové les hôtels. Et ça, c'était une vraie tendance. Aujourd'hui, quand on opère un hôtel et qu'on va rénover un hôtel, il faut se dire, oui, je vais garder certaines choses pendant 20-25 ans, mais finalement, dans 5 ans, 8 ans, il y a des choses que je vais changer. Pas tout, mais il y a des choses que je vais changer. Et ça, je crois aussi qu'aujourd'hui, c'est un moment clé pour envisager le budget et d'anticiper la chambre de demain pour vos hôtels. Il y a un point important également, je trouve. Récemment, j'ai vu un propriétaire qui dit « Ah ben ça y est, j'ai mon programme. J'ai 50 chambres, 50 salles de bain, 2 salles de réunion. » Je dis « D'accord. Donc maintenant, il me faut un architecte, on va faire... Mais je lui dis « Mais faites un hôtel pour qui? Comment? Dans quelles conditions? Quelle est l'histoire que vous voulez raconter? Vous avez votre propre culture, votre propre envie, vous avez votre clientèle, mais est-ce que vous faites un hôtel pour vous faire plaisir à vous? Ou est-ce que vous faites un hôtel qui va faire plaisir à monsieur, madame et madame et leurs enfants, et à leur famille? Des gens qui vont venir pour X raisons, à différents moments, et auxquels la même chambre doit répondre aux différents besoins des uns des autres. Et ça, c'est ce qu'on appelle le brief. Et je trouve que dans les conversations que je peux avoir avec de nombreux investisseurs ou même architectes, ça manque.
souvent il y a des investisseurs qui disent oui, je veux faire un hôtel. Alors ils vont faire appel aussi à des grands architectes, parce qu'en pensant que c'est une marque et ça va suffire à soi-même, mais non, il faut penser. Là, dans le cas présent, par exemple, c'est quelqu'un qui voulait faire un hôtel, et c'est dans un golf. Donc il y a beaucoup de gens de 50-60 ans. Forcément, quand on accueille 60 à 70% de gens de 50 à 60 ans et plus, c'est pas la même chose si on accueille des familles ou des gens plus jeunes. Il y a des choses à prévoir en plus dans la chambre, dans la façon d'organiser la chambre. Oui, il y a un lit, oui, il y aura un minibar, il y aura peut-être une télévision, ou pas d'ailleurs, mais et d'essayer de réfléchir à l'organisation de la chambre. Ensuite, évidemment, quand vous faites votre brief par rapport à l'histoire de votre ville, de votre région, de ce que vous voulez incarner comme projet dans l'hôtel, vous allez pouvoir faire appel à un architecte qui va pouvoir répondre. Mais si vous vous dites, tiens, moi je veux un hôtel, c'était un cas aussi récent, on me disait, non, moi je veux en fait accueillir des familles, je veux que les gens se rencontrent, qui discutent entre eux. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous a proposé l'architecte? Est-ce que dans la cour, quand on arrive dans l'hôtel, il y a des jeux, par exemple, c'était en Dordogne, des jeux pour pouvoir créer du lien entre les familles, les gens qui sont présents, pour faciliter le contact. Si on veut créer du lien, c'est pas juste une question de déco. Il faut mettre en place des choses dans l'hôtel qui fait que, forcément, les gens vont se rencontrer. Les gens vont pouvoir prendre un thé parce qu'il y aura un endroit où il y aura des boissons et du thé à volonté toute la journée avec des petits gâteaux. Enfin, c'est essayer d'anticiper ça. Et ça, je vous assure que dans beaucoup de projets, je trouve que ça manque de réflexion. Et ça, ce qui est intéressant, en fait, quand on est extérieur, ce que je apporte, je pense, dans ce genre de relation, c'est qu'au lieu d'avoir une conversation binaire entre le propriétaire qui veut des choses et puis un architecte qui va finalement, puisque c'est son client, va lui faire plaisir, de pouvoir dire, bah ça c'est sympa, ça vous fait plaisir vous monsieur, en tant que propriétaire, parce que ça serait sympa pour vous dans votre chambre, chez vous, dans votre appartement, mais comprenez bien que ce système-là, il est hyper compliqué, et que le client qui vient à 18h dans sa chambre pour partir le lendemain à 9h, il n'aura pas le temps de comprendre tout le fonctionnement de la douche, parce qu'il va venir qu'une seule fois. Donc peut-être des fois, il faut faire des choses plus simples. Et d'avoir une troisième personne dans ce genre de conversation permet, je trouve, une réflexion plus aboutie. Et puis après, effectivement, les enjeux, ils sont financiers, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. C'est effectivement d'anticiper les dépenses, il faut avoir un budget. Et puis je trouve que des fois, on voit trop de choses, et après je vous passerai la parole, trop de choses souvent où on ne met pas d'argent. Bon, c'est normal que dans des hôtels, il y a des chambres qui n'ont pas la belle vue, qui sont petites, c'est un peu le vilain petit canard. Ok, vous le savez, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous faites pour transformer cette pièce? Quel montant d'argent vous allez mettre en plus pour faire en sorte que cette pièce qui avait plein de défauts, finalement, ces défauts se transforment en qualité, en quelque chose d'exceptionnel, qui fait que pour certaines familles, pour certains clients, ça va être la chambre où il faut être. Ça va être la chambre fitness, ça va être la chambre de cinéma, je ne sais pas, il faut réfléchir à plein de choses, mais c'est comment transformer les choses. Et puis aussi, sur la fameuse chambre handicapée, par exemple, la chambre où on met le moins d'argent, la chambre où finalement c'est l'obligation de la faire. Mais pourquoi c'est une obligation de la faire? Pourquoi c'est une obligation de faire quelque chose de moche? Il n'y a rien qui nous oblige à faire quelque chose qui est pas sympa, où personne n'a envie d'y aller. Et pourtant, on la connaît tous, cette chambre. On a tous un jour vu cette chambre dans des hôtels. Aujourd'hui, il y a des moyens pour faire en sorte que, même s'il reste handicapé, on peut avoir une grande porte très large et une salle de bain très large. Mais quand on vient à deux ou avec de la famille, avec un enfant, du coup, on est content d'avoir une chambre grande, spacieuse. Et si on a pris des beaux objets, là où on prend d'habitude du plastique pour mettre pour s'aider à s'élever, etc., il y a des choses qui se font aujourd'hui qui permettent d'avoir une belle chambre aussi pour les handicapés. Ce qui vous permet quand même de vendre la chambre chaque jour et pas vous dire que vous avez des points noirs dans votre hôtel. Parce que derrière ça, c'est de l'investissement, ce sont du chiffre d'affaires que vous risquez de perdre et en plus vous allez créer du mécontentement où les gens vont aller critiquer. Et ça, c'est une question que je pose souvent maintenant à des architectes quand on voit des projets, c'est de dire, mais dans votre projet là, si j'arrive là avec mon téléphone pour faire une jolie photo, qu'est-ce que je vais retenir dans votre chambre? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. La chambre, vous la vendez sur Internet. Et le client, quand il va aller sur Booking ou sur votre site, il va regarder les photos, il va hésiter à aller à tel endroit, à tel endroit. Bien sûr, la localisation reste quelque chose de majeur, la réputation de l'hôtel aussi, mais le visuel va être important. Dites-nous ce que vous faites et dites-nous justement quel est le point d'entrée quand un directeur d'hôtel dit « ça y est, avec mon investisseur, on va rénover ». Par quoi on doit commencer?
Alors nous, on a 3 métiers dans l'hôtellerie, puisqu'on a un cabinet d'ingénierie à la base. On a le métier de conseil, on a le métier sur tout le volet développement durable, et on a le métier ingénierie à proprement parler, et qui se décline aussi sur le suivi de réalisation, le suivi des travaux jusqu'à la livraison. Voilà, on fait pas les FFNI, mais on fait tout ce qui est avant, et on a une intervention donc essentiellement basée sur le bâti et sa valorisation. Et on fait pas, par exemple, les études commerciales amont, les zones de chalandise, tout ce qui est business plan initiaux. Dans cette phase-là, on répond que sur le volet économique, puisqu'on a une expertise en hôtellerie et en construction. Donc sur ce volet-là, en fait, on fait que le chiffrage. On a des spécialistes hôteliers qui font le chiffrage pour justement rentrer toutes ces charges dans le business plan initial du projet. Et quand on vient vous voir, il faut absolument avoir une idée clé en main ou on peut venir vous voir en disant voilà, on a ce projet, est-ce que vous allez aider aussi à la réflexion des hôteliers pour la rénovation de leur hôtel? Alors nous, on fait du management de projet, en plus de l'ingénierie, mais on est partenaire des architectes et des designers. C'est-à-dire qu'on fait pas, c'est une notion d'équipe. Et donc nous, sur le développement de tout ce projet-là, on est vraiment sur le volet économique. Donc on conseille en fait le propriétaire ou le client ou l'exploitant sur on va dire, les enjeux économiques de ces différents choix. On peut l'aiguiller sur ses investissements, sur ce qui va devoir changer, sur la périodicité des remplacements des revêtements, des matériaux, des systèmes techniques, et on peut l'aiguiller pour faire un choix économique sur la base du programme qu'il a déjà établi. C'est vrai, aujourd'hui on apprend qu'il y a beaucoup d'innovations sur les économies d'énergie. Pendant une époque, quand on chauffait tout l'hôtel. Je crois qu'aujourd'hui on peut se dire s'il n'y a personne dans la chambre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'électricité. Comment ça se passe? Aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de technologies appliquées à l'hôtellerie, indépendamment de la digitalisation de tout ce qui est la conciergerie. Et on a aussi de la domotique hôtelière qui devient de plus en plus performante et de plus en plus intégrée. Pas sur tous les hôtels, puisque nous on intervient sur les hôtels donc on va dire l'ultra économique du rationnel jusqu'au palace. Donc évidemment, on ne déploie pas les mêmes systèmes dans les différents établissements. On a une compétence dans l'énergie que l'on développe pour les hôteliers. Donc on va sortir du discours carbone, puisqu'il y a 2 chiffres sur le discours carbone. Le carbone, c'est 60% des matériaux et 40% d'énergie. Les hôteliers, encore, sur le volet carbone des matériaux, ils ne sont pas trop à l'écoute encore, mais quand on leur dit qu'on va réduire les consommations, pourquoi parce que ça vient, c'est lent. Mais sur les 40% restants qui sont directement sur l'énergie et qui sont directement sur des coûts d'exploitation, là, ils ont une oreille attentive à ce qu'on peut leur proposer. Ils préfèrent faire des économies, enfin c'est important aussi, sur la consommation d'électricité, d'eau, etc., plutôt que l'équipement de l'hôtel? Je ne peux pas les blâmer, oui. Oui, on va dire que oui, il y a cette prise de conscience-là, elle est directe, elle est sur les comptes de fin d'année. Et je pense que là-dessus, on peut pas trop... je ne peux pas leur donner tort. Donc je pense que c'est la première étape et qu'après, il y aura des développements d'autres idées qui iront plus loin encore. Je pense que l'affichage, on en parlait il y a quelques jours, l'affichage environnemental qui va obliger les hôtels à montrer leur empreinte carbone, à montrer leur consommation d'énergie aux clients, va faire changer les choses parce qu'à un moment donné, le client final qui vient dans les hôtels va vouloir aller dans des hôtels plus économes en énergie et qui sont en lien avec la nature, enfin en lien, en tout cas à la protection de l'environnement. Et ça, je pense que ça va être une donnée qui va peut-être faire changer les choses aussi en termes d'investissement. En fait, la problématique d'énergie dans l'hôtel, c'est qu'à l'hôtel, en fait, on met à disposition l'espace au client. Donc, on va dire qu'il en fait ce qu'il en veut. Et en fait, c'est assez sociologique. C'est que si chez nous, on prend une douche de 5 minutes parce qu'on paye directement l'eau, quand on va à l'hôtel, on aime bien se faire un petit plaisir. Et on n'est pas très attentif. On peut rester beaucoup plus longtemps. Voilà, donc on surconsomme. Donc je pense qu'il y a 2 volets. Il y a l'hôtelier, sa sensibilisation, et il y a aussi la clientèle. Mais je crois que du côté clientèle, on a vraiment fait un pas énorme sur l'attitude des gens. Mais en même temps, si je vous dis, moi j'ai envie de mettre des baignoires parce que je pense que c'est bien, parce que je veux faire un hôtel relaxant pour mes clients, vous pouvez m'aider à trouver des solutions qui vont permettre de retravailler cette eau et faire des économies d'eau aussi.
Il y a tout un panel technologique qui est disponible aujourd'hui, qui veut dire aussi des investissements avec un temps de retour, mais il y a tout un panel technologique qui est disponible pour pouvoir avoir des installations techniques performantes et assez vertueuses. Je dis assez. Voilà, mais c'est intéressant parce que quand on est directeur d'hôtel ou investisseur, parfois on n'a pas connaissance de toutes ces techniques, on a envie de faire des choses, mais vous pouvez conseiller pour bien orienter justement, parce qu'on n'est pas là pour culpabiliser le client. Le client, si il prend une baignoire et il prend un bain dans sa baignoire, il doit le faire, il doit pouvoir le faire. Maintenant, s'il sait que l'hôtel est responsable et a trouvé la solution pour faire en sorte que ça ne soit pas mauvais, qu'il ne dise pas « Oh mon Dieu, je prends un bain et c'est pas bien », et s'il sait que l'eau va aller dans le jardin ensuite pour arroser le jardin ou autre chose et que ça va être recyclé, c'est très bien. Alors en France, on est encore un peu en retard au niveau réglementation sur ce volet-là, mais quand on intervient à l'international, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus développé. Ouais. Donc on peut en faisant les propositions, la business unit conseil attachée à l'hôtellerie, en fait, fait tous les plans, donc CAPEX, OPEX, donc est capable en fonction d'un investissement de définir les coûts d'exploitation également qui sont associés à certaines techniques. D'accord. Quelles sont justement les différentes phases? Tout à l'heure, j'ai parlé du brief. Bon, déjà, il faut vouloir rénover, il faut réfléchir au projet, faire un brief, le transmettre ensuite à l'architecte. À un moment donné, il faut faire des devis, j'imagine. Quelles sont les principales étapes d'une rénovation? Bon, il y a évidemment la définition du programme. Dans le programme, on englobe tout ce qui est définition du produit et son design. Donc là, c'est un développement. Et puis ensuite, on fait les différentes phases de développement du projet et on l'affine au fur et à mesure. Les différentes phases ont uniquement pour vocation principale de définir le projet, de faire des points d'arrêt systématiques sur le programme et les coûts corrélés. Voilà, pour être sûr, pas à pas, étape par étape, qu'on a bien le bon objet dans le coût d'investissement prévu. Comment ça se passe au niveau des architectes? Souvent, je vois des hôtels. En général, on fait un appel d'offres. Il y a 2 ou 3 architectes qui viennent. À partir d'un brief, ils vont faire un dessin d'une chambre, parfois le lobby, et ensuite il y a une sélection. Comment vous voyez ça? C'est dans ce sens-là? Vous avez vous-même des architectes en interne? Nous, on n'a pas d'architecte en interne, c'est pas notre métier. On a des architectes partenaires. En général, les clients, ils choisissent leur architecte de leur côté. Il nous arrive d'intervenir toujours sur la notion de conseil, sur des concours d'architecture pour des rénovations d'hôtels. C'est-à-dire que le client, propriétaire, exploitant, en fait, demande à 2, 3, 4 cabinets d'architecture de faire des projets. Et on nous demande de les commenter. Alors, on nous demande de les commenter en termes d'ergonomie, de fonctionnalité. On nous demande de les commenter également. Et on en revient effectivement au volet économique. Le volet économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'investissement, mais ça veut aussi dire le temps qu'on va passer dans la rénovation. Ça veut aussi dire, puisqu'on parle de rénovation, les modifications qu'on fait sur le bâti existant. Puisque là, il peut y avoir des projets qui sont plus déstructurants que d'autres. Il faut un bâtiment existant, ça résiste au projet. Donc il y a des projets d'architecture qui sont plus légers en intervention que d'autres. Et donc, nous, on ne juge pas l'architecture, mais simplement, on dit aux clients, aux propriétaires, ce projet-là, on ne va pas le juger, mais il déstructure le bâtiment, donc vous avez une période d'intervention plus longue. Nous, on intervient sur tout type d'hôtel et on intervient sur du neuf et en rénovation. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une rénovation, ça veut dire un arrêt d'exploitation d'un commerce. Donc on doit tout faire avant et on doit tout préparer pour sécuriser en fait, le délai d'intervention et la réouverture. On n'est pas dans les bâtiments de bureau, même en rénovation, où généralement on opère quand ils sont vides. Là, on va opérer, l'hôtel il est en activité, on va l'arrêter le plus tard possible. Et il y a aussi le volet RH des hôtels, des gens qui y travaillent, qui est un vrai sujet sur les fermetures pour rénovation. On a vu récemment plusieurs sujets d'hôtels qui sont en train de fermer avec le problème de collaborateurs. Mais justement, on a vu aussi que beaucoup d'hôtels ferment pour 2 ans. Et finalement, ils ouvrent 3 ans après. Pourquoi il y a parfois comment on peut éviter, parfois on n'arrive pas, mais comment on peut éviter ces retards? Alors dans le niveau de définition des études, il faut aller le plus loin possible, mais comme je disais tout à l'heure, un bâti existant, ça résiste, donc on sera face à des aléas. Donc soit on intègre un volume d'aléas en temps de manière à l'initiale au business plan, soit on sera confronté dans la réalisation à des découvertes.
On essaye, et donc on a monté une expertise hôtelière avec des ingénieurs spécialisés. Ces ingénieurs-là, en fait, ils ont la connaissance des bâtis et des pathologies des bâtis anciens pour tout ce qui est inscrit, classé, protégé, patrimoine, de manière à anticiper les découvertes. On sait très bien que sur les bâtiments qui n'ont pas été rénovés depuis 40 ans, qui sont sur de l'haussmannien et qui ont des planchers en structure mixte, on va dire acier, auger plâtre, etc. On sait très bien qu'au niveau des salles de bain, on va trouver des pathologies qui sont importantes. On sait très bien qu'on va devoir rénover ces parties-là de bâti. On sait que ça va être long, donc on les intègre en fait pour pas qu'il y ait de surprise. Ça veut pas, mais il n'en demeure pas moins que comme on a une problématique d'hôtel en exploitation, il y a des sondages, des tests que l'on ne sait pas faire l'hôtel en activité. Donc on aura toujours un facteur aléa sur les réalisations en rénovation. Moi, j'ai fait une rénovation de plusieurs étages de chambre en gardant l'activité. C'était l'horreur. On l'a fait, mais c'était l'horreur parce qu'il y avait toujours du bruit, toujours des clients qui se plaignaient du bruit. Et c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux fermer un hôtel, quitte à prendre du retard ensuite dans l'ouverture. On parlait des surprises, mais des fois il y a des bonnes surprises. J'avais envie de citer, je crois que c'est au Shangri-La, quand ils ont commencé à rénover et à enlever les plafonds, ils ont découvert la grande verrière qu'il y a au Shangri-La. C'était pas prévu au départ, on ne savait pas qu'elle existait. On pensait, je crois qu'elle avait disparu, mais vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous en dire un mot. Mais, oui, on trouve des bonnes découvertes. On a effectivement sur certains passés d'hôteliers ont un peu martyrisé, je ne vais pas me faire d'amis là, mais un peu martyrisé le patrimoine pour des questions d'exploitation. Et effectivement, quand on intervient sur des bâtiments à partir des années 30, et même avant, on retrouve en fait des œuvres et des choses sous des toiles de verre, sous des éléments cachés qu'on restitue au patrimoine. Donc parfois ça prend du temps, mais on découvre des belles choses qui sont intéressantes. J'avais mis un exemple de planning de projet. Ça dure combien de temps une phase de rénovation entre le moment où on commence à dire on va rénover, on réfléchit, on travaille et on lance? Ça dépend du projet. On va dire il y a bien 1 an et demi, 2 ans d'études préalables. Et après, on a à peu près, par phase de développement, 4-5 mois en fonction de la dimension du projet. Et ensuite, on a une tare en fonction du nombre de chambres qui varie entre 18 et 36 mois pour la réalisation des travaux. Et il faut évidemment pas mal de monde pour préparer ça, une équipe, un chef de projet. Il y a toute une organisation qui se met en place, des réunions quotidiennes, enfin quotidiennes toutes les semaines. Oui, bah évidemment, c'est très important la notion d'équipe. Il y a du management de projet, c'est un vrai métier. Nous, on est une ingénierie, mais on est au service des architectes et des designers. On est au service des lieux. Un hôtel, c'est un objet assez particulier par rapport aux autres bâtiments. Et donc, on investit effectivement énormément de temps et énormément d'ingénierie dans le développement des sujets. C'est quoi pour vous les clés de succès d'une rénovation? S'il y en avait une ou deux à donner. Non, c'est l'anticipation. Il faut vraiment maîtriser la phase réalisation. Pour la rénovation, pour une cessation d'activité et pour une reprise, il faut vraiment maîtriser la phase de réalisation. C'est vraiment le plus important. Ça veut dire un développement des études, une préparation, mais aussi aller dans le détail de ce qu'on va faire et aller très très loin dans la définition des prestations, dans la méthode de réalisation de ces prestations-là, dans le sourcing des entreprises également qui vont faire les travaux. C'est primordial. Quelle est l'interaction? Est-ce que vous, en tout cas, vous la ressentez dans vos projets, l'interaction des équipes? Parce que souvent, pareil, je vois des projets se mettre en place et on ne voit pas forcément l'implication du directeur du restaurant, de la gouvernante. Parfois, ce sont des gens qu'on oublie dans ces projets-là. Alors que moi, par exemple, je trouve ça essentiel qu'ils puissent donner leur avis. Pas surtout, parce que des fois, ils vont avoir une vision très personnelle par rapport à eux. Il faut aussi penser au bien-être et aux aspects positifs pour le client. Mais leur rôle est essentiel également dans un projet de rénovation. Dans les projets de rénovation, on a en face de nous quasi systématiquement le directeur technique de l'hôtel quand c'est des hôtels avec un nombre de chambres important. Donc là, effectivement, lui, il est très impliqué dans le projet de rénovation. Il n'a plus, on va dire, d'objets à exploiter, donc il est pleinement consacré au projet.
Et ils donnent c'est vraiment un relais entre le concept et l'exploitation et sa conception. Et donc ils interviennent très très fréquemment sur le projet. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà réalisé des rénovations peut-être dans vos hôtels, ou est-ce que vous avez une anecdote ou une question en tout cas sur ce sujet-là? N'hésitez pas, on va prendre le temps de quelques questions ou interventions sur le sujet. D'un hôtel, d'un spa ou d'un... Pourquoi? Moi, je vais revenir sur un sujet que certains ont déjà entendu, mais on vient dans un hôtel pour dormir. Paraît évident. Pour dormir, il y a une règle quand même pour beaucoup de gens, c'est de pouvoir dormir dans l'obscurité, dans le noir. Et pourtant, on voit beaucoup d'hôtels avec des rénovations où quand on arrive dans la chambre, la lumière transperce les rideaux. Il n'y a pas de boîtier de prévu autour des rideaux, et y compris dans des projets de 5 étoiles, voire même palace, où on n'arrive pas à voir ça. D'où vient cette erreur? Pourquoi on voit encore ce genre de choses arriver dans les hôtels? De désigner quelqu'un, c'est ça, de responsable. Non, je crois que je vais pas faire ça. Mais en fait, quand on regarde et sur la connaissance du produit, maintenant, on évite vraiment ces écueils-là. Ouais. On a plus ce genre de problème, on le rencontre plus. Mais c'est au niveau de, je veux dire, sans donner de nom, mais c'est pas le sujet, mais c'est une question d'architecte, c'est une question de constructeur, ou d'un mauvais choix d'un artisan qui devait faire ça? Non, c'est pas une question de négligence, c'est une question de rapidité de développement des sujets, et que voilà, il faut aller dans le détail et pour éviter ce genre de problématique. D'accord. Un avis, une question? Allez. Quand on est architecte. Une question, savoir pour faire une... vous parliez d'appels d'offres, donc comment on est référencé, comment se passent les appels d'offres, comment être au courant des appels d'offres qui se produisent pour les hôtels. Voilà, tout simplement. Alors, sur les appels d'offres, donc on intervient essentiellement sur des marchés privés, donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de publication. Je pense que la meilleure manière d'être sollicité, c'est d'être référencé chez les architectes et chez les ingénieries, qu'on connaisse votre savoir-faire et votre périmètre d'intervention, vos expertises, et donc on sollicite les entreprises directement par connaissance. Ouais. J'ignorais, pardon. Alors sur l'architecture d'intérieur, j'ai pas de clé à vous donner, parce que en fait c'est le client qui va vous choisir, ou c'est le client qui va vous solliciter directement. Pour notre part, nous n'avons pas d'intervention en fait sur la sélection de ses partenaires. Voilà. Je pense que les pattes artistiques sont connues et sont choisies en fonction de l'idée du projet que les clients se font. Je pense aussi qu'on est dans une industrie assez traditionnelle, parfois qui tentent des choses innovantes, certains. Ceux qui tentent les choses innovantes, ce sont souvent d'ailleurs des gens qui ont réussi dans leur vie, enfin, ils ont réussi une entreprise, pardon, qui l'ont vendue et qui disent tiens, maintenant que j'ai beaucoup d'argent, je vais faire un hôtel, ça me plaît. J'ai jamais été hôtelier, mais je me lance. Donc c'est des investisseurs qui sont nouveaux sur le marché de l'hôtellerie. Il y en a de plus en plus. Et ces gens-là vont dire, je ne vais pas prendre les choses comme les autres, j'ai mon œil, je vais faire des choses différentes. Et qui vont aller chercher des architectes peut-être nouveaux. Alors vous allez me dire, le Ritz a rénové avec un architecte qui n'a jamais fait d'hôtel auparavant. Ça arrive aussi. Mais il y a quand même beaucoup de... Je suis un ancien de chez Accor aussi, où il y avait un panel et on prenait un peu toujours les mêmes, on les voit tourner. Et c'est vrai que parfois, il faut laisser la place à des nouveaux, et c'est difficile, dans ce secteur-là, en tout cas, qui est traditionnel. Mais après, il faut être à l'affût des ouvertures, de se renseigner. Il y a des sites internet comme ça où il y a pas mal d'informations. Moi, j'en partage aussi, parce qu'on arrive à savoir qu'il y a des hôtels qui vont être rénovés dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Et là, bah, voilà, il faut arriver à se présenter, à connaître l'hôtelier. Mais
C'est un peu ma manière de communiquer sur les réseaux sociaux pour ceux qui me suivent. Moi, je considère que tout le monde est important. Une gouvernante sait que l'hôtel va être rénové dans 2 ans, dans 3 ans, que c'est un projet, qu'ils en parlent en interne et qui peut passer le message en disant j'étais là, j'ai vu, j'ai lu, je transmets à mon directeur, le directeur qui va le transmettre à son investisseur. Enfin, l'hôtellerie est aussi un monde très ouvert où pour se faire connaître, parce que des fois on me demande aussi comment je fais pour faire connaître tout. Moi, c'est le parti pris que j'ai pris sur mes médias. Je m'adresse à la fois au gouvernement général, aux directeurs de restaurants, directeurs d'hôtels, directeurs financiers, à des investisseurs, à des groupes hôteliers, parce qu'à un moment donné, l'information circule et elle arrive à la bonne personne. Et c'est vrai que pour des architectes d'intérieur qui veulent commencer dans l'hôtellerie, c'est pas toujours très simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va s'arrêter là. Vous avez peut-être un dernier mot à rajouter? Non, ça... En tout cas, on a vu que vous êtes là pour accompagner l'architecte, l'hôtelier, l'investisseur sur tous ces aspects de construction, de technique qui sont essentiels en tout cas pour réaliser un projet et réussir son projet de rénovation. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci.